à tous et bienvenue sur Télésud et bienvenue à Gérard Prunier. Alors c'est un chercheur avec un diplôme de Sciences Po, un diplôme de sociologie, un passage à Harvard, une thèse d'histoire en histoire africaine, pardonnez-moi. Vous avez aussi une retraite du CNRS, une spécialité, la Corne de l'Afrique, et ses relations avec le monde arabe, et une grande notoriété, notamment à cause du Rwanda. Mais Gérard Prunier n'est pas un chercheur comme les autres. Il a une vie d'aventure, du moins si on en croit sa fiche Wikipédia, parce que moi aussi je suis un grand chercheur. Je vais regarder sur Wikipédia ce qu'on raconte sur les gens qu'on reçoit ici. Et ce que j'y ai trouvé mérite qu'on s'arrête un instant sur votre itinéraire. Alors c'est vrai que vous avez la nationalité canadienne. Vous me dites oui, non, si je me trompe, vous m'arrêtez. Que vous avez été envoyé en Ouganda pour y faire de la coopération. Ça a eu le temps d'Idi Amin Dada, que vous vous êtes retrouvé réfugié en Tanzanie, qu'ensuite vous êtes retourné au Canada, où vous êtes devenu travailleur social, puis que vous êtes parti dans les Rocheuses pour une sorte de retour à la terre, qui a tourné court. Il faut dire que c'est loin les Rocheuses, plus que d'aller dans votre Ça a pris bled. 3 ans avant de tourner court. 3 ans, quand même. Oui. Ah oui, quand même. Bon. Et c'est pas un petit passage genre Covid. Non, une sacrée parenthèse. Et puis que vous êtes revenu à Paris vous êtes un vrai 68ard en fait. Ah oui, bien sûr. Et quand je suis revenu à Paris, je suis rentré au Parti Socialiste, qui a été mon grand virage à droite. Ben voilà. Non, mais alors, ça, le problème, c'est que vous avez été déçu, comme tous les gens de votre espèce, qui Bien arrivent sûr. en plus dans les années 80, au moment où le PS, avec François Mitterrand, arrive au pouvoir. Vous êtes vraiment un gauchiste, en fait. Tout à fait. Bon. Pratiquant. Alors, en 94, vous avez claqué la porte du Parti Socialiste à cause du Rwanda. Vous étiez en désaccord. On va en parler. Mais vous avez quand même conseillé les militaires dans le cadre de l'opération turquoise. Oui, ça c'est, disons, mon ami Jean-Christophe Ruffin qui m'a dit, bon écoute, on va faire une connerie de plus, est-ce que tu peux essayer pour venir d'essayer de limiter les dégâts ? Oui, Et alors donc là, c'était beaucoup plus une question de service national. Ce que je voulais éviter, c'était une guerre entre le FPR et l'armée française. Alors Jean-Christophe Ruffin, académicien, un grand romancier, était à l'époque au cabinet de François Léotard, qui était ministre de la Défense. Et il s'est rendu effectivement à Kigali pour nouer le contact avec le FPR du président Kagame, un peu en douce, en tout cas sans avoir prévenu à l'époque le Quai d'Orsay. Et puis alors vous êtes détaché à Addis Abeba. Vous passez pour le CNRS, vous y passez quelques années, 5 ans, de 2001 à 2006. Vous avez écrit j'ai l'impression de vous enterrer là, à force de raconter tout ce que vous avez fait. Vous avez écrit une douzaine d'ouvrages. Les ethnies ont une histoire, le Darfour, un génocide ambigu, Table ronde, du temps de Denis Tillinac. Et alors j'ai lu toujours dans Wikipédia, c'est formidable, on sait tout il suffit de lire ça, puis on a vraiment toute la vie d'un homme, ça avait inspiré dans son livre, En désespoir de cause, vous aviez inspiré Oui, il a écrit un roman où il transpose ma vie dans d'autres paysages africains et autres. Alors, parce que vous passez du gauchisme au Parti Socialiste, et là, à la table ronde, vous êtes carrément à la droite de la droite. Oh, c'était pas un choix politique, et puis j'aimais bien Denis. C'était un homme charmant. Oui, tout à fait. Et vous avez écrit plein de papiers partout, notamment le meilleur portrait que, personnellement, j'ai jamais lu de Paul Kagame dans ce livre qui est avec de nombreux co-auteurs, qui a été coordonné, organisé par l'ambassadeur Michel Duclos, Le monde des nouveaux autoritaires. C'est un portrait de Kagame qui est d'une finesse, d'une intelligence et d'une sensibilité sans égale. Alors on pourrait parler de votre vie qui est pleine de voyages, pleine de rencontres, de recherches, de travail, mais on va plutôt parler de la mort invisible, de la mort passée par profits et pertes, des morts que personne ne compte et qui ne comptent peut-être pour personne. On va parler des morts africains maltraités
par les médias, ou pas traité du tout d'ailleurs. Vous venez de publier donc Cadavre noir. C'est une collection, c'est un tract. C'est mis d'ailleurs sur la couverture. Et finalement, ça vous correspond très bien dans la forme, ça vous rappelle vos années gauchistes, la forme comme ça, noir et blanc, avec une impression de tract. Et puis le fond aussi, la forme du livre et le fond, parce que le fond dit grosso modo dans le préambule, dans la préface, dit que tout ce que fait l'homme blanc est une catastrophe, finalement. Ça doit vous rappeler votre jeunesse gauchiste. C'est même pas le sanglot de l'homme blanc, c'est vraiment les pleurs, la vallée de larmes de l'homme blanc, hein, cette préface de Duguin. C'est également, c'est pas parce qu'il est blanc, c'est juste, je pense que par exemple les Japonais font exactement la même chose en Mandchourie, ils l'ont fait sur toute l'Asie du Sud-Est, c'est l'esprit colonial et le fait que le colonisé ne pèse pas grand-chose. Le cadavre noir est très léger. Oui. Mais alors, pour vous, Duguin écrit carrément que toute la catastrophe a commencé avec la colonisation, comme s'il n'y avait pas de mort avant. Ah, c'est pas ce que je dis du tout. Hein. Ce que je dis, c'est que dans les médias actuels, le cadavre noir n'existe plus. C'est-à-dire que le ticket d'entrée, quand vous êtes un jaune, c'est 800 à 1000 morts. Le ticket d'entrée pour un blanc, c'est 2 ou 3 morts. Le ticket d'entrée pour un noir, c'est 20 000 morts. Oui. Alors il y a une question au début de votre ouvrage qui est fascinante, c'est que vous posez la question de savoir quelle est la guerre qui a fait le plus de morts depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est l'Irak, est-ce que c'est l'Afghanistan, est-ce que c'est ceci, cela, la Yougoslavie ou autre? Et vous y répondez à la fin de l'ouvrage, et c'est évidemment la guerre dans les Grands Lacs, au Congo, les guerres du Congo successives, et on ne sait même pas combien de centaines de milliers de morts. 1 million près même. Oui, 1 ou 2 c'est millions. entre 2,5 millions et 3,5 millions. Oui, excusez-moi. Alors, il est difficile d'imaginer un pays blanc, ou même asiatique, où on n'en est pas à 1 million de morts près. En général, même si on se trompe, c'est pas à tel degré. Bon, alors ça se lit comme un long papier, hein, dans le journal, mais sans les photos, sans les inters et sans les mots croisés à côté qui permettent quand même de parler, de penser à autre chose. C'est du sérieux. C'est 40 pages en noir et blanc, mais c'est jamais détaché, c'est jamais froid comme un rapport de médecin légiste ou comme ce cadavre noir. Ou des Nations Unies. Il est traité avec beaucoup de... Comment dire? C'est pas un pamphlet, votre livre. Vous en parlez avec beaucoup de fougue et vous essayez de rétablir une justice, en fait, pour ces pauvres morts qui sont négligés par les médias, et vous expliquez combien ils sont négligés et pourquoi ils sont à ce point négligés. Ça commence très fort. Votre première phrase, c'est « Si vous êtes mort, vous avez intérêt à être blanc ». En fait, c'est la première phrase qui inspire le livre. Hein. Vous avez écrit ça, et après vous avez dit « il faut quand même que je développe ». Oui. Hein? Oui, c'est aussi parce que j'ai vécu moi-même dans des zones de conflit en Afrique dans les 20 dernières années. Hein. Je passais l'Ouganda, la Somalie, la guerre civile éthiopienne, pas l'actuelle, les précédents. Ça me dérange tout. Et puis aussi que, bon, je suis totalement africanisé. Je suis marié à une Africaine, mes enfants sont noirs, donc je suis dans le mainstream, puisque maintenant tout le monde parle anglais. Et c'est toute une vie, une vie que vous avez consacrée à l'Afrique. Est-ce que finalement vous vous insurgez pas quand vous dénoncez les médias sur une loi de l'espèce, une loi une loi d'airain des médias qui est le principe qui s'impose à tout journaliste, c'est-à-dire qu'on est plus frappé, la loi de proximité, on est plus frappé par la mort de son voisin de palier que par 2 morts au bout de la rue, que par 5 morts dans le canton d'à côté, ou que par 100 000 morts à l'autre bout du monde. Non, honnêtement, il y a un certain regard sur l'Afrique, ou plutôt une absence de regard. Or, il faut quand même se rendre compte qu'à la fin du siècle, 1 homme sur 3 sur cette terre sera un Africain, et qu'on ne sait absolument pas comment s'en dépatouiller. On vit
vis ça comme une sorte d'état de fait. Et franchement, bon, c'est un mélange entre le souvenir d'une vie sauvage qui est d'ailleurs en train de disparaître très rapidement de l'Afrique réelle, les ONG avec des gens qui nourrissent les petits-enfants qui meurent de faim, et puis les statistiques de la Banque mondiale, et on mélange le tout, et c'est l'Afrique. Alors, vous dites que l'Afrique n'existe pas. Je vous le dis, hein, c'est un pays où se bousculent des girafes et des éléphants, des statistiques de la Banque mondiale, des soldats combattants dans des armées improbables, des couchers de soleil photogéniques, des crocodiles, des baobabs et des petits-enfants pitoyables qui meurent de faim. L'Afrique n'existe pas. Oui, mais c'est aussi parce que l'Afrique réelle, elle est formée de tout un tas de morceaux. Honnêtement, qu'est-ce qu'il y a en commun entre un paysan angolais et un paysan éthiopien? Bon, leur activité économique, ça, oui, ça Ils se trouveraient à ressemble. se parler quand même. Bon, alors d'abord, ils ne peuvent pas se parler parce qu'ils n'ont pas de langue commune. Mais s'ils se rencontraient et qu'ils parlaient de leur Mais non, métier, non, vous leurs croyez pas? diplomates se parlent. Et ils se parlent à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Et alors là, mais là, c'est une sorte d'élite abstraite qui est née en 1964 avec la création de l'OUA et qui a été un instrument de paix, mais en fait de guerre, de l'empereur Haïlé Sélassié. Et c'est pas une Union africaine qui fonctionne, disons, bon, ceci dit, les entités multinationales ne fonctionnent jamais à l'unisson. Oui, bien sûr. C'est pas le cas non plus de l'Union européenne ni des Nations unies. Mais justement, il y avait une sorte d'attitude de dire nous sommes les gens qui avons le plus souffert de la colonisation. Nous allons et alors c'est toute la montée du panafricanisme à l'époque qui est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le dolorisme qui crée le panafricanisme et finalement on n'arrive pas à dépasser cette étape, ce C'est pas du stade-là. dolorisme à l'époque. C'est tout à fait dynamique. Alors maintenant, c'est devenu doloriste quand on regarde Médecins sans frontières, qui fait de son mieux, hein, d'ailleurs je ne les critique pas, mais entre Médecins sans frontières et le panafricanisme de Kwame Nkrumah, il n'y a vraiment pas beaucoup en commun. Donc l'Afrique n'existe en tant que telle, en telle quantité, que dans le regard des Occidentaux. Exactement. Et Tout à qui fait. refusent, en fait, qui sont dans le déni de la réalité africaine. Et puis aussi l'ignorance. Et alors là, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, par exemple, quand on voit le conflit de la guerre civile en Éthiopie à l'heure actuelle, il faut, quand vous essayez de l'expliquer, ce que je fais en ce moment dans diverses audiences, passer 45 minutes pour dire ce que c'est que l'Éthiopie, comment ça marche, et c'est pas l'Éthiopie a beau être Ah dans... oui, mais c'est parce que c'est un très grand pays avec Non. de multiples... 120 millions d'habitants, 140 Oui, 110. 110. Mais enfin, peu importe. Bon, Non, mais c'est pas avec parce que c'est grand. c'est un État fédéral. Oui, un État fédéral, justement, en théorie. Et là, quand il y a un fédéralisme qui a voulu aller trop loin, ça s'est terminé. C'est très très compliqué à quand coup de même, canon. vous m'avouerez, je rappelle que c'est très compliqué. D'abord, comment expliquer que l'Érythrée, qui est une espèce de Corée du Nord, vienne faire la guerre chez l'Éthiopie à la demande de l'Éthiopie? De l'Éthiopie Et c'est un elle-même. prix Enfin, Nobel de de son la chef paix d'État. qui organise... Oui. Un prix Nobel de la paix tout récent, 2019, qui organise une sorte de nettoyage ethnique Oui. dans le fief des anciens maîtres de l'Éthiopie, c'est ça, Oui. grosso modo? Oui, en gros, c'est un bon résumé. C'est impossible à raconter. Ben, la preuve que si, vous venez de le faire en environ 1 minute 30. Mais vous n'arrivez pas à intéresser le français moyen, l'occidental, ou je ne sais pas moi, c'est Oui, difficile. mais ils protestent quand ils trouvent qu'il y a trop d'Africains en France, mais pour essayer de comprendre pourquoi ils sont là, comment ils sont là, d'où ils viennent, et ils viennent pas tous du tout de situations tout à fait comparables, hein, même si on a beaucoup de Sahéliens. Hein, chez nous, des Maliens, des Nigériens, bon, et qui vont d'ailleurs connaître des jours très difficiles puisque maintenant les Français ont décidé de s'en désintéresser et qu'on n'a jamais réussi à y intéresser les Américains qui eux sont terrorisés pour prolonger en Afrique les bêtises qu'ils ont faites au Moyen-Orient. Bon. Et tout ça, si c'était, je veux dire, les îles Tuamotu, ça serait regrettable. Mais ça n'aurait pas un sens politique lourd. Là, c'est pas tout à fait la même chose avec 1,3 milliard d'êtres humains.
Alors, on va essayer de résumer parce que c'est compliqué. Votre livre, il est très riche, hein, et il y a ce que vous dites en fait dans le cœur de l'ouvrage, c'est que pour le drame des Africains, pourquoi est-ce qu'on ne les regarde pas mourir? Pourquoi on ne s'intéresse pas aux conflits dont ils sont la victime, ou aux situations de détresse, ou aux catastrophes, ou à la misère? C'est parce que il y a des morts qui n'ont pas de sens. Ils ne sont pas recyclables dans les catégories que les Occidentaux connaissent. Par exemple, les guerres avec les bons et les méchants, les guerres entre, par exemple, musulmans et chrétiens, ou par exemple, voilà, c'est ça, hein, ce que vous dites. Oui, c'est aussi, qu'est-ce que nous regrettons la guerre froide? Parce qu'au moins, on savait, ça c'est les gentils, oui. Ça c'est les méchants. Selon d'ailleurs du côté où on était. Oui, ou la guerre contre le terrorisme, ou la lutte pour la liberté, des guerres où on comprend quel est le bon camp. Et là, quand ce sont des Peuls et des Dogons, ben, on ne sait pas trop. Quand c'est des Érythréens et des gens du Tigré, on ne sait pas trop, en fait. Eh bien, quand j'enseignais, je disais à mes étudiants, imaginez qu'il soit possible à un homme du XXe siècle, surtout un Africain du XXe siècle, vous lui montrez ce qu'était l'Europe au VIe ou au VIIe siècle. Eh bien, vous aurez du mal à l'intéresser aux Armagnacs ou aux Bourguignons. Les Carolingiens, franchement, ça ne parle pas au commun des mortels, mais c'est ce qui existe en Afrique. Bon, il n'y avait pas d'État en Afrique, en dehors de l'Éthiopie. Et les États qui existent aujourd'hui sont des machins en carton bouilli qui ont été fabriqués par les colonisateurs et qui n'arrivent pas à s'enraciner. Vraiment? 60 ans? Oh, ils arrivent un petit peu dans certains cas, dans la mesure où il y a quelqu'un ailleurs qui les menace. Mais autrement, s'enraciner de l'intérieur, et d'ailleurs c'est tout le problème de la France-Afrique, puisque nous sommes restés attachés à notre petit bout du continent qui parle français, c'est que les régimes que nous soutenons sont d'une impopularité géante, totale, complète. Complètement rejeté par surtout la jeunesse. Or, la jeunesse en Afrique, c'est évidemment 80% de la population. Il faut voir l'âge moyen des Africains. Vous n'avez pas l'impression de ratisser large et finalement de jeter tout d'un seul revers de main et de confondre ce qui se passe au Sahel et puis en Afrique centrale, et qu'il y a quand même des situations qui sont très variées. Oui, c'est pas la même chose au Sénégal et au Rwanda, c'est pas la même chose en Guinée. Le Sénégal, on ne le regarde pas parce qu'il se débrouille assez bien. Et qu'en général, on regarde surtout ce qui ne marche pas. Et il y en a beaucoup. Mais on ne veut jamais voir la spécificité de la manière dont ça ne marche pas. Parce que si l'on regarde, par exemple, l'Europe du VIe ou du VIIe siècle, elle n'est pas non plus un bloc. Elle n'est plus l'Empire romain, mais elle n'est pas un ensemble homogène. Et au moins, bon, les historiens, vous me direz, ils sont peut-être un peu isolés aujourd'hui, ils essayent de comprendre ce qui se passait. Nous disons les Africains. L'Afrique. Et là, justement, on a l'impression que c'est une espèce de pâte homogène. Alors c'est tout sauf ça. Alors, la traite comme... Il y a 3 chapitres dans l'ouvrage, et plus une postface. La traite comme pilier de l'Afrique fantôme. Expliquez, élève. Eh bien, c'est probablement le plus grand traumatisme planétaire qui ait jamais existé. Enfin, il y en a eu un équivalent, c'est l'anéantissement des populations amérindiennes par la colonisation européenne à partir du XVIe siècle. Mais étant donné que les Amérindiens soit ont totalement disparu, soit sont métissés avec leurs colonisateurs, c'est le cas de l'Amérique du Sud, ça n'est plus vécu de la même manière. Et d'ailleurs, un grand problème aujourd'hui, c'est que beaucoup des grilles de lecture de l'Afrique sont d'origine noire américaine. Et évidemment, ça colle pas du tout. Et ça entretient dans une forme de dolorisme dont on parlait tout à l'heure. Et aussi une certaine méconnaissance. Je veux dire, en Afrique, je n'ai jamais senti des problèmes de racisme entre blancs et noirs, sauf l'Afrique du Sud. Ça, c'est un cas particulier. Et la Rhodésie, peut-être. Oui, la Rhodésie, oui, le Zimbabwe. Mais ailleurs, non. Je ne me suis jamais senti un problème parce que étant mariée à une Africaine, elle non plus. Bon, parce qu'elle avait un mari blanc. Mais par contre,
Quand on voit ça avec des lunettes américaines, noires américaines, alors là, c'est une toute autre histoire. Gérard Prunier n'est pas très woke, a priori. Non. Qui tue qui et comment on meurt quand on n'est pas tué? Titre du 2e chapitre. Qui tue qui et comment on meurt quand on n'est pas tué? Alors vous expliquez que la nouvelle classe africaine, la nouvelle classe moyenne, dont on se rabat les oreilles dès qu'on fait un peu d'économie et qu'on parle de l'Afrique, qui représenterait donc à peu près un tiers de la population, 34%, eh bien c'est le lapin blanc sorti du chapeau de la Banque africaine de développement. Bah oui, parce qu'on veut nous expliquer que c'est à peu près l'équivalent des classes moyennes asiatiques dans les années 50-60. C'est pas le cas. La classe moyenne, elle existe. Et d'ailleurs, elle est même surreprésentée médiatiquement. Et d'ailleurs, ce sont ceux qui ne meurent pas. Ils arrivent toujours à filer au bon moment et en général à retomber sur leurs pieds avec un travail intéressant dans un endroit intéressant. Et par contre, ceux qui meurent, c'est ceux qui n'ont pas de voix, pas de tête, pas de visage et en gros, c'est la masse paysanne. Ou, de manière croissante, celle qu'on voit dans les bidonvilles, parce que ça, c'est une transformation colossale de l'Afrique, où la population rurale est en train de migrer vers les villes dans des situations d'emploi extrêmement précaires. Ouais. Et la violence, c'est une violence périurbaine, de manière croissante. Gérard Prunier, non seulement il dit des choses qui sont un peu dérangeantes, mais en plus il écrit d'une manière qui est assez brutale. La théorie du ruissellement n'a jamais permis à quiconque de prendre une douche. Moi, je retiens ça parce que ça m'a fait bien rire quand je l'ai lu. Parce qu'on dit en général que plus il y a d'inégalités dans un pays, plus il y a de chances de devenir riche. Et ça, vous dites que c'est complètement faux. Oui. Ouais. Vous n'y croyez pas un instant. Mais non, l'argent se polarise sur un fragment minuscule de la population. Revenu au moyen au Congo, 45% de ce qu'il était. Revenu moyen au Congo, 45% de ce qu'il était au moment de l'indépendance. Oui. C'est accablant. Et c'est d'autant plus accablant que correctement géré et correctement arrangé économiquement, c'est un pays qui avait tous les éléments d'un décollage économique. 3e chapitre, pourquoi sommes-nous aveugles? Bon, alors il y a une explication simple, c'est le racisme. Mais ça, c'est trop simple. Oui, c'est surtout parce que c'est très dérangeant. Et qu'en plus, au fond de nous-mêmes, nous craignons qu'il y ait un choc en retour. C'est-à-dire qu'un jour ou un autre... Bon, alors là, d'ailleurs, c'est une erreur. Hein, et justement, je recommande le livre de mon ami Stephen Smith, quand il a écrit un livre au titre provocateur qui s'appelle « La ruée vers l'Europe », lui-même explique que c'est pas vrai. Oui. Mais le titre est pas mauvais. Ah, le titre fait genre. Et pourquoi? C'est parce que il dit, pour arriver à venir jusqu'en Europe, les migrants sont des gens qui ont de l'argent. Alors évidemment, de l'argent à l'africaine, c'est-à-dire 1 000, 2 000 euros. Bon, ce qui est une somme considérable en Afrique. Mais bon, évidemment, il ne faut pas dire ça à quelqu'un qui gagne le SMIC en France. Mais 1 000 ou 2 000 euros, c'est l'argent pour alimenter le mouvement jusque dans ces enfers que sont les pays maghrébins. Surtout, bon, l'Algérie a réussi à empêcher ça, mais surtout la Libye, puisque la Libye, c'est une passoire. Et une passoire dans laquelle il fait chaud. C'est un crime absolu, ce qui s'est passé en Libye. L'hypercapitalisme est une société dématérialisée qui vend du spectacle et en dehors des safaris, l'Afrique n'offre aucun spectacle. C'est son drame, en fait. C'est pour ça qu'elle n'intéresse pas les médias. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit tant de choses sur la vie sauvage, les safaris, etc., ce qui n'est pas le quotidien de plus de 10% des Africains. Il nous reste 2 minutes. Dans votre chute, vous dites, si vous êtes mort, vous avez intérêt à être blanc, hein, donc dans la première phrase du livre. Hein, et moi, je me suis dit en le lisant, mais est-ce que Gérard Prunier n'a pas un train de retard? Parce que le débat actuel en France, c'est plutôt de dire le contraire. Si vous êtes blanc, ces diplomates, ces étudiants qui passent le concours de Sciences Po, ces journalistes qui veulent présenter des journaux à la télé, ils vous disent, si vous voulez réussir... Ben vous avez intérêt à être noir, ou femme, ou homosexuel, ou les trois à la fois, et certainement pas à être blanc. Mais ça, c'est parce qu'on prend la réussite de 0,01% des Africains comme la réussite d'un peuple noir, d'ailleurs mythique. C'est pas le cas.
Je veux dire, les gens qui sont dans cette position-là sont justement ceux qui ne meurent, j'allais dire meurent jamais, non, comme tout le monde, ils mourront un jour, mais qui ne mourront qu'à l'issue normale de leur jour. C'est pas ceux qui trébuchent sur une mine. Ouais. Alors que je vous garantis que quand vous venez dans un pays qui vient d'avoir l'expérience d'un conflit, moi je me rappelle quand revenir en Éthiopie après la chute du régime communiste, c'était incroyable. Dans certains quartiers d'Addis Abeba, il y avait une personne sur 3 qui avait une jambe en moins ou un bras en moins. Et puis c'est tout. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de pension, de machin. Débrouillez-vous. Hein, ouais. Bon. Extraordinaire courage. De la vie qui s'arc-boute, Ouais. Chez ces gens-là. On mourra tous, mais essayons de mourir en paix. Et avant de mourir, eh bien, de trouver le temps de lire Cadavre noir de Gérard Prunier. Ça vaut le coup. On ne perd pas son temps. Merci à vous d'être venu jusqu'à Télé Sud. Ainsi va le monde. Ça continue sur Télé Sud.